Donc je commence. Je commence avec Android 69 qui me dit: l'eschatologie juive nous dit que la destinée du peuple juif est de régner sur le reste du monde en une seule et unique nation souveraine. La version laïcisée de cette eschatologie est l'aboutissement du projet sioniste du Grand Israël, avec comme capitale de ce gouvernement mondial Jérusalem. Dans ce cadre, pourquoi le communisme et le libéralisme, tous deux promus par des élites juives, se sont combattus alors qu'ils se complètent? Le communisme, côté gauche, instrument pour dissoudre les nations et les peuples non-juifs en les noyant dans l'idéologie de lutte des classes, noachiser les goïms. Le libéralisme, côté droit, avec la création de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, l'imposition du dollar comme monnaie de réserve mondiale et la future dérégulation des marchés boursiers, instrument pour concentrer le pouvoir financier dans les mains des élites juives, les couronnant ainsi prêtres mondialistes. Serait-ce le manque de synchronicité entre la révolution communiste qui est apparue 30 ans avant la domination du dollar et la création de l'État d'Israël? Serait-ce la victoire de Staline au détriment de Trotsky qui aurait permis de conserver ce qui deviendra le nationalisme russe? Serait-ce les forces de la dialectique qui séparent deux mouvements censés se compléter? Question intéressante et complexe. Alors, la question est un peu, même très schématique. Les choses ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet concocté à un instant T et la mise en œuvre de ce projet de façon coordonnée. Il faut bien comprendre que le communisme d'un côté, le libéralisme de l'autre, issus du capitalisme, ont leur propre histoire bien distincte, qui se sont développées dans des zones géographiques éloignées, dans des périodes historiques aussi éloignées, dans des milieux très différents. Si on prend par exemple ce qu'on appelle le libéralisme, il s'est développé d'abord en Angleterre. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, le calvinisme a joué un rôle dans le développement du libéralisme, mais le libéralisme s'est développé dans la société anglaise, pas par hasard. Parce que historiquement, anthropologiquement, les Anglais étaient prédisposés à développer le libéralisme. Parce que donc le libéralisme s'appuie sur une culture individualiste. Si on remonte par exemple au XVe siècle, en Angleterre, donc ça c'est les travaux de Alan Macfarlane, l'anthropologue britannique qui a été le professeur et qui a plutôt examinateur de thèse d'Emmanuel Todd. Donc Emmanuel Todd s'est beaucoup inspiré de ses travaux. Il montre par exemple qu'au XVe siècle, déjà dans la société paysanne anglaise, il y avait plus de terres qui étaient vendues que de terres qui étaient héritées, avec une très grande mobilité des individus et des enfants dès qu'ils deviennent de jeunes adultes. Donc le libéralisme s'est développé dans ce contexte-là. Effectivement, le calvinisme, Jean Calvin était un homme du XVIe siècle, est un Français. Il s'est installé à Genève, mais effectivement, le calvinisme s'est plutôt développé, installé en Angleterre. Parce que le calvinisme, qui était une sorte de religion taillée sur mesure pour la bourgeoisie et les commerçants, était parfaitement adapté à la culture anglaise. On ne peut pas dire que le libéralisme a été produit par des juifs. Par contre, le calvinisme est très influencé par le judaïsme. Ce sont les travaux de Werner Sombart, son livre, donc l'économiste allemand,
On peut dire aussi historien de l'économie, Werner Sombart, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Juifs et la vie économique, donc c'est sa thèse. Il met en évidence cela, l'influence du Talmud, du judaïsme sur le calvinisme. On peut dire qu'il y a une influence indirecte. Et pour ce qui est du communisme, effectivement, donc le communisme est la variante du socialisme, d'un mouvement qui n'est pas proprement juif, mais avec des représentants juifs et des penseurs juifs importants, le plus célèbre étant Karl Marx. Eh bien, il y a des précédents historiques et religieux au communisme. C'est-à-dire l'abolition de la propriété privée n'est pas une invention de Karl Marx. Karl Marx a été influencé par le français et la salle, mais même bien avant cela, les anabaptistes, donc secte chrétienne, faisaient déjà la promotion de l'abolition de la propriété privée. Donc c'est plus compliqué que cela. Et l'opposition entre communisme et capitalisme n'est pas une opposition de façade, c'est une véritable opposition de fond. Mais, effectivement, ils ont un trait commun, c'est l'internationalisme. Ça, oui. Et ça produit une synthèse. Effectivement, la dialectique historique de Hegel permet effectivement de comprendre la synthèse qui est faite entre un internationalisme communiste, dont le représentant idéologique était plus Trotsky que Staline, qui lui a nationalisé le communisme. D'ailleurs, Trotsky qui a été soutenu par Wall Street. Donc ça, ce sont les travaux d'Anthony Sutton. Trotsky a été soutenu par Wall Street. Et aujourd'hui, celui qui synthétise bien dans sa personne, dans son action et dans sa vision du monde, le communisme d'un côté, ou plutôt le trotskisme d'un côté, et le capitalisme libéral, même libertaire, c'est George Soros. Son globalisme est une synthèse d'un messianisme communiste, trotskiste, et d'un messianisme capitalistique et libéral, voire néolibéral. Donc on peut voir les choses comme ça. Mais ce sont des mouvements historiques qui dépassent la conscience des individus. Et quand on va dans la Bible hébraïque, effectivement, on peut trouver des sources de ce messianisme-là. Et même de cette opposition entre capitalistes, riches, représentés par la caste des prêtres, et les pauvres, qui étaient représentés par les prophètes de l'Ancien Testament. On voit par exemple l'opposition entre les prophètes qui condamnent dans l'Ancien Testament le prêt à intérêt et la réduction en esclavage de leurs frères judéens à qui ils ont prêté de l'argent, et d'autres projets messianiques comme par exemple le Grand Israël. Le projet Grand Israël, on en trouve les traces dans la Bible hébraïque. Et cette opposition dialectique entre capitalistes et communistes, on peut effectivement la retrouver dans la Bible hébraïque, avec cette opposition entre les riches judéens, les riches fils d'Israël, et les pauvres défendus par les prêtres. Donc l'opposition, enfin pas par les prophètes, donc l'opposition entre prêtres, on va dire les prêtres capitalistes, et les prophètes, les prophètes pauvres prolétaires. Et Karl Marx est une version laïcisée, donc c'est d'ailleurs bien expliqué par Bernard Lazare, qui dit que à Rothschild correspond Marx. Donc les figures modernes de l'Ancien Testament, donc riches et pauvres, opposition entre prêtres et prophètes, on la retrouve avec cette opposition entre Rothschild, banquier juif, et Marx, communiste juif, donc défenseur des prolétaires juifs. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est très intéressante à développer. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question.
Alors, question suivante de Jérôme. Ok. Alors, je ne comprends pas la constance des mouvements fréristes dans l'échec de la gestion de leur pays. Je ne connais pas de réussite politique de leur part. Le dernier désastre est peut-être celui du Soudan, du président Omar al-Bashir, avec le National Congress Party. Voici mes questions. Alors, je vais répondre une par une. Est-ce qu'il y a un exemple réussi de gestion d'un pays par un mouvement issu des frères musulmans? Bah,